Bonjour à tous. Merci pour les personnes déjà présentes. On va attendre quelques minutes pour les retardataires et en attendant, je propose, Denis, peut-être que tu peux te présenter parce que tu vas co-animer avec moi ce webinaire sur la performance commerciale. Bonjour tout le monde. Écoute, merci Norman, en tout cas pour l'invitation et l'organisation de ce live. Moi, j'ai fondé, alors j'ai un parcours dans le monde des études de marché pendant à peu près 25 ans. Et maintenant, ça fait quelques années que j'ai basculé sur tout ce qui est lead generation. Et puis j'ai fondé Drop Contact. Et Drop Contact, on s'occupe d'une problématique que finalement toutes les entreprises ont. C'est la qualité des données B2B dans son CRM, que ce soit pour les enrichir, que ce soit pour l'obsolescence de la data, que ce soit pour les doublons. Donc à peu près, dès que tu poses une question à quelqu'un qui a un CRM, tu lui dis comment ça se passe. Et le terme qui sort sur toutes les enquêtes que j'ai fait sur ce sujet à l'époque, c'est qu'à peu près tout le monde utilise ce terme, dit c'est le bordel en fait dedans. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, Drop Contact, c'est plus de 20 personnes. On a une grosse particularité sur la qualité et l'enrichissement des données, dont entre autres les emails validés. Et la particularité qu'on a, c'est qu'on ne travaille pas du tout avec des bases de données, mais uniquement avec de l'algorithmie. Et ça a une grosse impact en termes de respect de la RGPD, mais peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard dessus. Merci Denis. Est-ce qu'il y a une actualité spécifique chez Drop Contact à laquelle tu vas nous faire part, des événements, des sorties, ce genre de choses? Ouais, on pourra en parler peut-être à la fin pour rebondir une fois des gens seront arrivés. Mais oui, oui, tout à fait. On a évidemment, comme Web Mécanique, et toi aussi, je pense que tu avais quelques trucs à annoncer, mais peut-être à la fin, ça peut être le bon moment euh, de garder un peu d'exclus pour la fin. Entendu, vous êtes obligé de rester jusqu'à la fin pour en savoir plus. Et donc pour ma part, Norman Pracht, directeur général de Web Mécanique, donc éditeur de logiciels de marketing automation et de CRM. On va débuter. Donc aujourd'hui, effectivement, encore merci Denis pour ta participation à un webinaire. Le sujet, c'est la prospection, l'automatisation, mais vraiment du coup autour du commerce. Et l'objectif derrière tout ça, c'est la performance, comment être plus performant, plus efficace et idéalement de ses concurrents. Ah, j'essaie de passer la slide, pardon. Donc, au niveau du sommaire, on va d'abord parler du CRM, ce que ça représente au CRM données, hein, comment tout ça s'articule et pourquoi c'est un sujet qui est vraiment important, notamment pour le commercial. Ensuite, on parlera de la partie ciblage, qui est vraiment, selon nous, et Denis rebondira là-dessus, notamment avec l'enrichissement, qui est une étape vraiment importante et indispensable pour la prospection, pour que ça fonctionne. Sinon, on est souvent à côté de la plaque. Ensuite, on verra justement par l'enrichissement comment on va pouvoir booster cette performance et avoir beaucoup plus de qualité et de retours positifs autour de la prospection. On fera une petite parenthèse sur la partie automatisation de la prospection avec les concepts de sales automation quand on lit le CRM et l'outil de marketing automation. Et enfin, vous aurez une session de questions-réponses. Donc, vous pouvez déjà utiliser les modules que vous avez en bas à droite sur votre fenêtre de participation de chat si vous avez envie de dialoguer avec les participants. Vous avez un petit onglet questions. Là, je vous invite vraiment à y poser des questions. Au moins, nous, ce sera facile de les articuler et de les traiter à la fin du webinaire. Et enfin, il y a aussi un onglet sondage, puisque tout au long de ce webinaire, on va vous poser quelques questions qui vont permettre, à la fin, quand on vous restituera les résultats, de vous situer vis-à-vis de l'audience de ce webinaire. Du coup, on va directement commencer par un sondage. Donc, en bas à droite, est-ce que vous possédez un CRM, tout simplement, puisque c'est souvent là qu'on va stocker la donnée du commercial. Donc, vous avez plusieurs options de réponse. Oui, avec différentes solutions, ou alors non, je n'ai pas encore de CRM. Je vous laisse y répondre et on partagera les résultats à la fin de la présentation. Alors le CRM, qu'est-ce que c'est et pourquoi? C'est vraiment le cœur surtout des données commerciales et c'est ça qui va faire tourner un peu toute la machine de la prospection et éventuellement de l'automation. Encore une nouvelle question pour savoir un petit peu aujourd'hui, est-ce que votre CRM aujourd'hui sert juste à stocker de la donnée ou il sert aussi à suivre vos opportunités commerciales? Parce que l'enjeu, il est vraiment là. Dans la prospection, elle est souvent associée à la prospection au suivi des opportunités. Et donc, est-ce que cette fonctionnalité, elle est là au cœur de votre outil de CRM? Donc, quelques chiffres clés avant de parler de l'importance du CRM et son articulation avec la prospection. Donc, on a collecté différentes sources. Là, par exemple, c'est Capterra. Aujourd'hui, 80% des équipes commerciales qui utilisent un CRM.
c'est quand même assez important. Il y en a 46% des services marketing qui viennent aussi piocher des informations dans le CRM. Donc ça, c'est hyper important pour faire de la communication, de la newsletter ciblée, ou ce genre de choses. Et un sujet auquel on pense assez rarement au final, c'est aussi les services clients. Donc votre support, votre SAV ou ce genre de choses qui peut avoir accès à de nombreuses informations qui sont hyper pertinentes dans votre outil de CRM. Une autre statistique, c'est que cette donnée, en fait, elle a une durée de vie. Et ça, Denis, je pense que tu vas pouvoir le compléter parce que l'enrichissement, il est intéressant aussi pour ce sujet-là. C'est que, vous le savez, dans toutes les entreprises, il y a du turnover. Et en fait, une donnée, elle a une durée de vie. Et aujourd'hui, on estime qu'à peu près 20 à 30%, ça c'est une donnée qui vient de chez vous, hein, Denis, de la donnée commerciale va expirer sur l'année. Ouais, Donc, en ça fait, implique forcément du travail. ouais. En fait, cette donnée, on la retrouve à peu près partout, c'est entre 25 et 33%. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, ça dépend des secteurs d'activité. Si ta cible, c'est des gens qui travaillent à la poste et à la caisse maladie, oui, tu as très peu de turnover et très peu de mouvement. Par contre, dans tout ce qui est profil de personnes en entreprise, aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements depuis plusieurs années. Et plus ça va, plus ça accélère. C'est-à-dire que si on reprend l'historique de nos grands-parents, nos grands-parents, ils faisaient peut-être 3 à 4 boîtes dans leur vie. Sauf que si tu prends les gens maintenant qui ont moins de 35 ans, ça change beaucoup plus vite. Ce qui veut dire que tout l'investissement qui a été fait pour générer du lead, donc tous les budgets qu'on met en lead generation, et même si on rajoute aussi le temps que les SDR fassent de la qualification, les appels téléphoniques, le coût des licences de CRM, de market automation, de formation, d'intégration, de livre blanc, de landing page, de Google Ads. Tous ces budgets-là, on les met effectivement pour générer du lead. Donc, c'est des investissements qui sont significatifs et c'est ce qui nous permet effectivement de faire des ventes à tous. Mais le seul élément, c'est que, en fait, plus on attend et on passe le temps, et plus ces données finalement deviennent obsolètes et donc on ne les exploite pas. Et donc, si on regarde un CRM aujourd'hui, sur ta première année, en bout d'une année, tu as quasiment un tiers de ton CRM où les données que tu avais au départ, qui étaient somme toute des bonnes pistes, des gens des leads que tu avais générés, du coup, sont plus exploités parce que les gens ont changé d'entreprise. Et ce qui est intéressant, et on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure en détail. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'un contact qu'on a eu avec une personne, qu'on a généré, qu'on a commencé à nurturer avec Web Mécanique, on a fait des campagnes, etc., qui commencent à comprendre ce que l'on fait, eh bien, on le perd, alors qu'en fait, naturellement, cette personne, s'il a changé d'entreprise, en général, quand on change d'entreprise, on va à peu près dans le même secteur d'activité. En général, on a plus de responsabilités et en général, quand on commence à arriver dans une entreprise, eh bien, on est engagé pour faire des évolutions dans l'entreprise. Donc, c'est aussi extrêmement intéressant de récupérer ces leads-là parce que ça a un vrai sens de ne pas rester sur de l'obsolescence de data. Donc là, tu dis deux choses. Tu dis, quand on récupère du lead, il faut le traiter vite parce que sinon, ça va expirer. Et secondo, même s'il expire, il faut réussir à garder le lien avec cette personne qui a changé d'environnement parce que ça reste une opportunité dans un nouvel environnement. Et tu as raison. Mais sur le fait de le traiter vite, oui, et bien évidemment. C'est-à-dire que quand tu as un lead, il faut le traiter rapidement. Le seul élément, c'est que ce n'est pas toujours le bon momentum. C'est-à-dire que tu peux avoir quelqu'un qui veut avoir un intérêt de curiosité au départ. Et justement, c'est pour ça qu'on nurture, c'est pour ça qu'on envoie des campagnes, c'est pour ça qu'on le retouche par des messages sur LinkedIn et autres. Parce que ça prend du temps, en fait. C'est rare, ça dépend ce qu'on vend, mais globalement, ce n'est pas des achats coup de cœur. C'est-à-dire que, en fait, quelqu'un vient et il va y avoir une phase de nurturing, d'apprentissage, etc. Et qui peut être plus ou moins longue selon ce qu'on vend, bien évidemment. Et ça, on peut pas changer grand-chose. C'est-à-dire que même si on va très, très vite, ça ne veut pas dire que le client va signer tout de suite parce que toutes les planètes ne sont pas alignées. C'est peut-être pas le vrai sujet du moment. Il n'y a peut-être pas les budgets. Il y a encore la compréhension n'est pas complètement faite. Et donc, même si on travaille au corps et que les sales font un super boulot et que l'équipe marketing fait un super boulot, il y a le bon momentum, en fait. Et le bon momentum peut se passer que la vie fait que cette personne peut avoir changé d'entreprise. Le gros intérêt dans la personne qui a changé d'entreprise, c'est qu'en fait, c'est quelque part un cheval de Troie. Donc, c'est-à-dire que si tu as quelqu'un, ton contact a été que tu avais nurturé, que tes équipes ont travaillé, était chez Bouygues, et que cette personne-là, elle a changé d'entreprise, elle est passée chez SFR, tu as une clé d'entrée pour aller chez SFR, sachant que tu as déjà créé une relation avec lui, tes équipes ont créé une relation. Très intéressant. Et effectivement, cette notion de continuité avec la personne, l'individu au-delà de son poste dans l'entreprise, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. Et enfin, dernière statistique, avant de rappeler les points importants du CRM, c'est qu'aujourd'hui, on a un tiers des commerciaux qui passent plus d'1 heure à la gestion, à l'écriture de données de façon manuelle, à la saisie manuelle.
et notamment parce que soit le CRM n'est pas à jour, soit parce qu'il est mal adopté, soit parce qu'on n'a pas été formé à l'utiliser, soit parce que tout simplement il n'y en a pas. Donc c'est quand même un commercial sur trois qui aujourd'hui passe un temps investi, à mon avis, qui n'est pas à la bonne place, hein. Clairement, un commercial, c'est fait pour commercer. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il y a 2 grosses études qui sont sorties là-dessus. Tu as une étude qui a été faite en 2018 par HubSpot auprès de 6 200 commerciaux, et tu as une étude qui est sortie, il y a un mois, je crois, 1 mois et demi, 2 mois, par Salesforce aussi, et effectivement, ce chiffre de 1 heure par jour est le même. Donc il tombe sur les mêmes résultats, et effectivement, on se rend compte que, les commerciaux passent beaucoup de temps à faire des tâches qui ne sont pas de la vente, comme tu disais. On se rend pas bien compte de la valeur parce que on se dit, bon, ok, c'est de la perte de temps, c'est tout ce qu'on veut, etc. Sauf que 1 heure par jour, l'air de rien, ça fait 3 jours pleins par mois où en fait les gens ne font pas de la vente. Donc ça a un impact immédiat parce qu'on est tous en train de dire, il faut que tu atteignes tes objectifs, mais si tu as enlevé 3 jours de boulot à tes gars, ou plutôt dans l'autre sens, si tu libères tes équipes de sales de 3 jours de travail supplémentaires, eh bien en fait, le chiffre d'affaires mathématique de chaque collaborateur augmente, et mathématiquement, le chiffre d'affaires de l'entreprise augmente. Donc c'est vrai que on a tendance à négliger ça. On dit oui, bon bah ils font le taf, Oui, c'est quoi. juste 1 heure au final, mais non. Ouais, c'est ça. Mais 1 heure, c'est monstrueux. Bah, déjà, tu connais la difficulté d'abord de recruter des bons sales, de former les bons sales, que le sales soit opérationnel et le temps que ça prend pour aller signer un contrat, etc. Et tu dis, mais en fait, je dépense 3 jours par commercial à faire autre chose, qui d'ailleurs, en général, les passionne pas non plus, hein, Non, dessus. pas vraiment. Et là, c'est vraiment pas mettre les ressources et l'énergie au bon endroit, en fait. Mais on fait tous l'erreur, hein. C'est une vraie analyse qui est ultra pertinente, quoi. Alors, du coup, cœur de l'équipe commerciale de CRM, oui, mais pourquoi? Bah, parce que déjà, elle va vous permettre de centraliser toutes les informations, hein, que ça soit des prospects ou des clients. C'est pas forcément que pour la vente ou que pour la prévente, hein. Un client, il y a beaucoup de données à y associer et potentiellement, il peut redevenir client par la suite, hein, on peut acheter d'autres choses. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un aperçu complet, bah, de tout l'historique, qu'on a avec le contact, des interactions, et cetera. Et l'idée derrière ça, c'est qu'on va avoir une communication qui sera améliorée, que ce soit vis-à-vis du prospect, du client, ou en tout cas du contact, parce que bah, on connaît mieux son histoire, etc. Mais également entre les différents départements de l'entreprise. Et ça, c'est hyper important. On parlait tout à l'heure d'après-vente, de support client ou de marketing, etc. On va tous retrouver la même qualité d'information. Tu parlais tout à l'heure d'une donnée qui va périmer. Là, justement, l'objectif, il est là. C'est que personne a une brique de données qui périme. On vient tous l'enrichir, on vient tous la mettre à jour régulièrement. Et c'est comme ça, et par aussi l'utilisation d'outils d'enrichissement, par exemple, où on va se permettre et se donner toutes les chances d'avoir une donnée qui est à jour. À chaque interaction, si on interagit toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, eh ben, c'est un moyen de soit mettre à jour la donnée, soit de s'assurer qu'elle est périmée, peut-être qu'on va la mettre à jour différemment, ou alors les exclure des communications de manière à rester tout le temps juste. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très important. Le CRM, c'est aussi souvent l'outil qui va vous permettre de gérer votre pipeline de vente. Donc on parle d'opportunités. Combien d'opportunités j'ai en cours? Où est-ce que j'en suis? On va pouvoir suivre et planifier ça et même faire du prévisionnel, se dire, bah, par rapport au pipe et aux opportunités que j'ai actuellement en cours, je peux estimer à travers des ratios, des moyennes, un peu d'intelligence, que dans 3 mois, je vais pouvoir signer à peu près tant d'opportunités. Donc, ça va vous permettre aussi de voir si vous avez des manques de ressources, des manques de leads, ou au contraire, vous avez un pipe suffisant, etc. Et bien sûr, bah, c'est un peu ce que je venais d'amorcer, c'est la partie analyse de données. Bah, derrière, une fois qu'on a tout bien centralisé, qu'on a tout bien mis dans l'outil de gestion d'opportunités, etc., c'est s'assurer des tendances de vente, des performances par produit, par commercial. Euh, oui, et comme je disais justement, un client qui est devenu client sur un produit A, il peut vous acheter le produit A+, ou le produit B, et c'est là qu'on va réaliser les ventes croisées. Mais pour ça, il faut bien qu'on ait toutes ces informations centralisées. Et la suite, derrière ça, c'est si tout est là, il y a certains CRM qui vont vous permettre, on parlait tout à l'heure de un commercial sur toi qui passe 1 heure à faire de la saisie manuelle. Et justement, cet outil va vous permettre d'automatiser un certain nombre de tâches administratives qui sont courantes et qui prennent beaucoup de temps, jusqu'à libérer pour certains 3 jours de travail par mois. Ça, c'est une transition intéressante avec cette histoire de manque de temps, au final. Est-ce que vous, aujourd'hui, alors pour ceux qui sont commerciaux dans l'audience, quand vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs commerciaux, vous arrivez à analyser pourquoi vous n'atteignez pas ces objectifs? Est-ce que c'est parce que justement, il vous manque du temps? Donc là, typiquement, on peut rebondir sur l'exemple précédent où on pourrait gagner jusqu'à 3 jours de temps de travail par mois pour vraiment travailler sur l'objectif principal du commercial qui est l'atteinte de cet objectif, les ventes.
Tout simplement parce qu'il vous manque aussi des compétences. Tout à l'heure, tu parlais justement, Denis, de rebondir sur d'autres canaux de prospection. Tu parlais de LinkedIn, tu parlais peut-être d'autres réseaux sociaux, hein, des salons ou peu importe, mais parce qu'il vous manque ces compétences-là. Pour vous, vous avez l'impression d'avancer un peu seul. C'est la troisième option. En fait, vous n'êtes pas assez épaulé pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ou alors, tout simplement, vous n'avez pas d'outils centralisés qui vous permettraient de mieux gérer vos opportunités et d'atteindre vos objectifs. Donc, sondage en bas à droite. Alors, du coup, côté CRM, on l'a dit, ça va vous permettre de centraliser un certain nombre d'informations. Et à partir de là, on va pouvoir enclencher la mise en place de la prospection. Alors, Denis, tu as une longue expérience dans la partie prospection. Donc, tu vas pouvoir compléter tout ça. Sauf que la prospection à froid, ça se fait pas dans n'importe quelle condition. Je ne sais pas si tu veux déjà aborder, Denis, la prospection à froid, ce qu'elle nécessite. Je te laisse avancer parce que tu veux présenter les chiffres, je crois, sur ta slide. Ok, alors on commence par quelques chiffres. Ça, c'est important. Donc ça, c'est une étude Salesforce également. En gros, on a un commercial sur deux qui dit la prospection, c'est la partie la plus difficile. Soit on se sent pas légitime, soit on sent qu'on va déranger des gens, soit j'ai pas assez d'informations sur mon interlocuteur, donc je suis pas sûr d'être dans le juste. Donc vraiment, la prospection, c'est un sujet qui est compliqué. Et c'est pour ça qu'il est important de se structurer, de s'organiser pour rendre ça plus facile et plus juste. Et on y verra qu'il y a plein d'outils pour ça. Notre étude très importante, très intéressante, c'est vraiment le cœur de notre sujet aujourd'hui. Dès lors qu'on segmente mieux nos prospects, donc c'est-à-dire qu'on sait mieux les cibler, qu'on sait mieux savoir qui ils sont et ce qui les intéresse, on triple le taux de conversion, plus de 100%, donc on triple le taux de conversion. Donc c'est assez significatif. Et enfin, la dernière stat que je vais vous proposer, et ça rejoint à nouveau le temps, dès lors qu'on a une prospection qui est ciblée, en fait, on passe la moitié moins de temps à faire de la prospection puisqu'on va plus juste, plus vite au bon endroit. Et du coup, justement, pour le ciblage, qu'est-ce que ça apporte? Bon, je peux te laisser porter celle-ci si tu souhaites. Ouais, tout à fait. En fait, il y a un premier point qui est d'abord hyper important, c'est effectivement le ciblage de l'entreprise. C'est-à-dire que il faut pas aller dans tous les sens. Il faut effectivement bien identifier. Donc, il y a des entreprises qui font ce qu'on appelle de l'ABM, de la compte-based marketing. Donc là, c'est le niveau le plus pointu du ciblage, puisqu'en gros, tu fais une liste d'entreprises que tu as analysé et déterminé qu'elles étaient pertinentes pour l'entreprise et tu refuses tous les autres clients. Donc, c'est vraiment un ciblage de target hyper pointu. Mais globalement, sans passer jusqu'à aller à ce niveau-là, le point qui est vraiment important, c'est bien connaître sa clientèle en termes de type d'entreprise. Donc, le type d'entreprise, ça peut être soit la taille salariale, le secteur d'activité, le chiffre d'affaires, le nombre de personnes, etc. Le secteur d'activité, j'ai dit, et de déterminer effectivement non seulement ce que l'on a envie de faire, mais aussi ce qui est le plus pertinent. Parce que tu peux avoir des éléments et des curseurs à bouger. Est-ce que finalement, c'est ce type de clientèle-là qui sont intéressants parce qu'ils signent plus vite et donc ça coûte moins cher parce que tu vas avoir moins d'engagement? Est-ce que c'est ce type d'entreprise, type grosse entreprise, qui vont prendre plus de temps, mais tu as la force commerciale, la force marketing et c'est des chiffres d'affaires qui sont plus importants. Donc, il y a un vrai choix qui doit être établi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux moments donnés où on peut le faire. Il y a soit effectivement au départ, quand on crée son activité, son entreprise, et donc c'est des itérations, c'est pour découvrir et savoir finalement avoir de la matière pour pouvoir l'analyser. Et surtout, c'est surtout quand on a déjà une entreprise et qu'on a déjà du chiffre, c'est de faire des points pour regarder un petit peu dans le rétroviseur, de se dire, OK, maintenant je vais analyser ma clientèle, et je vais analyser le type d'entreprise et je vais regarder ce qui est le plus pertinent selon la stratégie. Pour faire ça, effectivement, il faut aussi de la data sur les entreprises. Il faut évidemment des données sur les chiffres d'affaires, il faut des données sur les marges, mais il faut voir aussi quels sont les éléments qui vont permettre de segmenter. Est-ce que les entreprises que j'ai dans mon CRM et avec qui on signe, c'est plutôt des grosses entreprises en termes de taille salariale, c'est plutôt tel chiffre d'affaires, etc. Et donc, d'où l'importance d'avoir de la data et de la data qui est à jour là-dessus. L'autre élément, une fois qu'on a ce ciblage d'entreprise, c'est le ciblage des personnes de l'ICP, dans l'idéal. Quel est mon client idéal et quel est mon interlocuteur idéal? Est-ce que c'est un directeur marketing, un directeur RH? Est-ce que c'est pas forcément d'ailleurs un directeur? Est-ce que je fais des gens qui sont des leaders d'opinion en interne dans l'entreprise? Après, eux vont aller voir en interne le responsable. Il y a vraiment différentes stratégies par rapport à ça. Et là aussi, le point qui va être important, ça va être de bien déterminer quel est le profil des personnes. Et il y a quelques techniques
si on veut rentrer un peu dans la prospection et rentrer beaucoup plus dans le concret, typiquement, évidemment, Sales Navigator, LinkedIn est la meilleure base au monde aujourd'hui, en tout cas, pour tout ce qui est B2B. Pour trouver les personnes, pourquoi c'est la meilleure base? Parce que c'est nous-mêmes qui mettons à jour nos informations. Donc, il y a peut-être certes du retard, mais pour le fait d'avoir une base de données qui est maintenue à jour, elle est faite par les gens qui le font, donc nous-mêmes. Et c'est pour ça d'ailleurs que quelques solutions sur le marché essayent de scraper, de prendre des données, pour certaines boîtes d'ailleurs d'aller dans le dark web, récupérer des données volées de LinkedIn, etc. Parce que LinkedIn reste la meilleure base. Donc effectivement, en tant que commercial ou même personnes au marketing qui vont générer des leads, la base, c'est clairement, en B2B en tout cas, LinkedIn. Il y a un aspect dans LinkedIn qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 abonnements. Donc, il y a un abonnement classique et il y a un abonnement un petit peu supérieur. L'intérêt de l'abonnement un peu supérieur, c'est qu'on peut importer des données d'entreprise, ou plus exactement des entreprises. Donc, vous pouvez utiliser, je ne sais pas si on est en France, par exemple, il y a des données qui sont gratuites et très accessibles sur le site de Sirène. Et donc, vous pouvez faire une segmentation pour trouver la liste de toutes les entreprises qui ont tel chiffre d'affaires, dans tel secteur d'activité, etc., etc. Et vous pouvez l'importer dans LinkedIn. On vous passera un lien, je pense, à un moment donné, qui va vous permettre de faire ça. L'avantage, c'est que LinkedIn va vous permettre d'avoir en liste cette liste d'entreprises-là. Et ensuite, le deuxième élément, c'est que vous allez pouvoir rechercher dans cette liste d'entreprises des profils de personnes, des DRH ou autres. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre effectivement de bien identifier les bonnes personnes, qui est le premier travail en fait de segmentation d'entreprises et de personnes. Ensuite, il y a tout ce qui est enrichissement, etc. Mais je vais passer un petit peu vite là-dessus. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Le point qui est important, c'est que on voit aujourd'hui qu'il y a eu une explosion depuis en 2019-2020 de nouvelles techniques qui ne sont plus de l'emailing et des nouvelles techniques qu'on appelle du call call. Alors, traditionnellement, ça existait déjà avant. Hein, c'est jeter les prospects, en fait, classiquement, et du cold email. La téléprospection a changé. Pourquoi? Elle a changé parce que, d'abord, il y a beaucoup moins d'assistants, parce qu'il n'y a plus de ligne fixe, il n'y a plus de standard, on est beaucoup plus sur les portables. Donc, il y a une stratégie qui est un petit peu différente. Les gens n'écoutent plus leur boîte vocale. Donc, il y a une stratégie qui est assez différente par rapport à ça et qui exige d'arriver sur un niveau de compétence et d'engagement fort. Le retour sur investissement est plus compliqué parce que autant il y a quelques années, on arrivait à avoir une assistante, une secrétaire, une collaboratrice et qui nous permettait de rentrer, de dire à quel moment vous me conseillez de le rappeler, etc., qui était un peu notre cheval de Troie qui nous permet de rentrer sur les contacts. Ça, c'est quand même beaucoup plus difficile. Le deuxième élément par rapport à ça, c'est qu'en fait, on a un aspect qui est que, si je prends un exemple à la FNAC, dans le temps, on allait à la FNAC et on avait des vendeurs qui pouvaient nous conseiller sur un appareil photo, qui pouvaient nous conseiller sur un morceau de musique, etc. En tant qu'utilisateur, nos comportements d'acheteurs ont changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on est allé prendre la littérature sur Internet, donc on a besoin de quelques conseils, de quelque chose, mais les gens se renseignent avant. Donc en fait, quand quelqu'un veut acheter un produit, globalement, il va se renseigner. Et là, la difficulté quand on fait du cold call, c'est d'arriver à éveiller la curiosité de la personne pour pouvoir derrière avancer. Sur le cold email, l'approche est différente. Je vais faire une petite précision entre la différence entre un emailing et un cold email pour que tout le monde ait bien les notions. Un emailing, on peut shooter 10 000 emails par jour, 100 000 emails par jour. On peut mettre du HTML, des choses bien présentées. Et ça, effectivement, on va toucher beaucoup de monde. La particularité du cold email, c'est qu'en fait, ça passe par votre boîte mail et ça envoie un email toutes les X minutes, toutes les X secondes pour essayer d'avoir un comportement le plus humain possible. Ça, c'est le premier élément qui est un aspect technique. Et le deuxième élément qui est le plus important, c'est qu'en fait, le cold email, il faut absolument que la personne en face qui va recevoir l'email ne puisse pas imaginer que ça soit automatisé. Et ça s'est beaucoup dégradé. Pourquoi? Parce qu'au départ, quand les gens faisaient du cold email, il y avait ce travail, c'était nouveau, etc. Depuis, comme ça a explosé et que tout le monde utilise ça, il y a des gens qui ont dit, voilà, regarde, voilà les 10 meilleurs templates pour faire du cold email, voilà des templates pour faire du cold email. Et donc, des gens utilisent ces templates-là, en faisant des remplacés. Ce qui fait qu'on voit tout de suite quand c'est un cold email, la plupart du temps, c'est bonjour, j'ai vu ton profil sur LinkedIn, je fais ci, je fais ça, gna 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 gna, etc. Deuxième message, parce que c'est des séquences, deuxième message, oui, j'ai l'impression que je voulais m'assurer que tu avais bien reçu mon email. Troisième message, oui, tu n'es pas la bonne personne, etc. En fait, ça marche pas ça marche, je ne vais pas dire pas du tout, mais ça marche plus tellement. Ce qui marche vraiment, c'est quand vous avez mis du jus de cerveau pour créer vos séquences et vos messages de telle manière à ce que la personne en face ne puisse pas imaginer
que ça soit automatique. Donc, ça nécessite de se poser les vraies questions sur la manière d'intervenir avec une personne. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là dessus. Pour le faire aussi, merci, c'est de la bonne slide. Pour le faire aussi, c'est effectivement l'hyper-personnalisation. C'est-à-dire que la personnalisation typique de mettre le prénom, c'est quand même maintenant assez éculé. Tout le monde le fait. C'est Hyper, l'indispensable. ouais, c'est vraiment un basico-basique. Mais je vais prendre d'autres choses. Typiquement, des gens qui vont aller scraper LinkedIn, la plupart du temps, il y a un quart des choses qui vont scraper qui sont des inversions de prénom et nom. Parce que ce que les gens ont noté dans LinkedIn ou par rapport aux outils de scrapping et par rapport à ce que fait LinkedIn, vous allez avoir des inversions prénom-nom. Et ce qui se passe, d'ailleurs, même des gens, quand tu fais un formulaire, tu as des gens, moi-même, ça m'arrive, dans le champ prénom, j'ai mis mon nom et dans le champ nom, j'ai mis mon prénom. En soi, ça peut arriver. Le problème, c'est quand tu shootes une campagne de cold email ou d'emailing ou autre d'ailleurs, si tu n'as pas corrigé cette inversion nom, tu arrives à des messages qui est bonjour monsieur Denis ou salut Cohen. C'est-à-dire qu'à la première ligne, déjà, tu as tué ton message parce que aujourd'hui, en tant que personne qui reçoit des messages, on est devenu très sensible. On n'aime pas l'automatisation. Là, je parle en tant Oui, que… on aime l'authenticité en fait du message. On Exactement. veut vraiment qu'il nous soit adressé à nous. Exactement. Et ce que tu as, donc tu as cet aspect-là qui est très important. Et donc, la droit contact le fait automatiquement de trouver les prénoms et les noms et les remet dans le bon ordre. Le deuxième élément, c'est les accords, en tout cas en France, les accords par rapport à un homme ou une femme. Donc, effectivement, tu ne peux pas te permettre d'envoyer un email, si tu fais du cold email, et même, je dirais, sur l'emailing, dans lequel tu n'as pas accordé quand c'est une femme. Et que tu ne peux pas te permettre de mettre entre parenthèses un E, parce que là, tout de suite, on voit que finalement, tu as automatisé ça, tu as traité ça comme en gros, et ça, ce n'est plus acceptable aujourd'hui. En tout cas, ça fait des taux de retour qui sont beaucoup moins bons dessus. Et là aussi, Drop Contact, d'ailleurs, va ajouter automatiquement si monsieur ou madame, en fonction du prénom. Donc, on va très loin là-dessus et ça permet d'accorder. Mais tu as des tas d'autres choses. Typiquement, avoir le nom de l'entreprise. Tu vois, si tu as récupéré des choses sur LinkedIn et que tu mets dans ton message le nom de l'entreprise, tu auras un nom d'entreprise qui va être écrit tout en majuscule, par exemple. Et puis, tu vas avoir des emojis parce qu'ils ont peut-être mis le nom de l'entreprise avec des emojis ou le job de la personne dans lequel tu as les emojis. Donc, salut Denis. Et puis, si moi, dans mon job, j'ai mis sur LinkedIn, je ne sais pas moi, CEO d'une startup avec 2 petites fusées, tu vois, dans mon message email, ça ne va pas le faire. Et le problème, c'est que tu ne peux pas le traiter à la main. C'est-à-dire que si tu le traites à la main, finalement, tu n'y passes pas 3 jours, mais tu y passes plus de temps, comme on disait tout à l'heure. Et là aussi, Drop Contact nettoie tout ça automatiquement. Ça permet en fait, tout ce qu'on fait en termes de nettoyage dessus, automatisé et de très haut niveau, permet de ne pas passer du temps au niveau marketing, de ne pas passer du temps au niveau commercial, pour qu'en fait, vous soyez concentré sur l'écriture de messages, pour pouvoir mettre le jus de cerveau et l'investissement de temps sur vraiment quel est le message. Et quel est le message? Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à votre place. Parce on voit bien des copywriters, enfin, je pense que tout le monde qui a LinkedIn a pu voir qu'il y avait des tas de formations de copywriters, il y a des tas de copywriters, mais quelque part, c'est vous qui devez accoucher, en fait. C'est vous qui connaissez la valeur de votre produit, c'est vous qui connaissez vos clients et c'est vous qui voyez quels sont les messages qui impactent les personnes. Et c'est certes difficile, certes, il y a des échecs, c'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer des campagnes. Et ma recommandation, c'est de commencer à faire des petites campagnes, que ce soit de l'emailing ou du cold email, de faire tourner ça plusieurs jours de suite et puis faire un bilan au bout d'une semaine et puis voir que non, le message n'était pas tout à fait bon, j'ai pas des bons retours, maintenant que je le relis, je me rends compte que c'est, etc. Et de le faire par itération jusqu'à vous arriver à un message qui apporte les fruits que vous souhaitiez. Et ça prend du temps. Souvent, les gens, on constate, nous, dans tous les gens qu'on voit, qu'il y a toute une partie des gens qui font pas l'effort nécessaire, en fait, qui peuvent abandonner trop tôt. Et c'est vrai, nous, quand on fait des messages comme ça nous prend du temps. On travaille à plusieurs sur l'équipe content chez nous. On a plusieurs réunions. On a refait un message dernièrement. Il y a au moins, je pense qu'on a dû passer quelque chose comme 4 heures de travail total à plusieurs personnes, vraiment sur ce sujet-là. Certes pour l'objet, mais surtout pour le message. Parce qu'il y a un point aussi que je voulais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, il y a un grand chiffre, tout le monde est focus sur le taux d'ouverture d'un email. Ouais. Pourquoi? Parce que le taux d'ouverture d'un email, c'est facile. C'est un KPI qu'on peut tous avoir, qui est facile. Et en réunion et par rapport à ces directions, on dit, voilà, j'ai fait 10% d'ouverture, 20%, 40, 70, etc. Certes, ça a du sens. Et certes, c'est important. L'objet en soi a une importance, mais pas autant aujourd'hui qu'on veut bien la noter. Et le deuxième élément, c'est que ces taux-là sont un peu, même pas carrément un peu, sont beaucoup faussés par deux éléments en ce moment. Le premier élément, c'est que
tous les clients qui ont les dernières versions d'iPhone et qui regardent vos emails sur iPhone, vous n'avez pas le taux d'ouverture, il ne va pas être compté. Tous les clients qui utilisent Mail de Apple, qui ouvrent vos emails, ils ne seront pas comptés, donc vous aurez l'impression que ces gens-là n'ont pas reçu l'email ou en tout cas qu'ils ne l'ont pas ouvert. Or, ils l'ont ouvert, mais vous n'avez pas l'information pour des questions techniques et de sujets de privacy qu'a mis en place tout ce qui est Apple. Donc, c'est une partie, ce n'est pas la totalité, mais c'est une partie des gens, vous n'aurez plus ce suivi. Le deuxième élément, à l'inverse, c'est que parfois, vous allez avoir des taux d'ouverture où vous allez avoir l'impression que les gens ont ouvert. C'est plutôt pour les grosses boîtes comme cible, qui eux ont des filtres qu'on appelle anti-spam ou anti-promotion, qui pour le coup, quand votre email va arriver dans l'entreprise, le système le filtre va aller regarder les liens des ouvertures, par exemple, des images, des pixels, on appelle ça. Du coup, ils vont même donner l'impression d'avoir cliqué. Hein. Ben, c'est ça, c'est exactement. Parce qu'en fait, ils vont aller regarder quel est le numéro de ton serveur, du serveur de l'entreprise. Et donc, ils vont déclencher une ouverture alors qu'en fait, il n'y a personne. Mais ils vont se rendre compte que, c'est un email de promotion. C'est-à-dire que si vous essayez de rentrer dans certaines grosses boîtes qui ont ces filtres-là, les collaborateurs ne les reçoivent pas. Et du coup, vous avez l'impression que le taux d'ouverture est bon, et alors qu'en fait, ça n'a pas été ouvert. Et là, il y a une astuce dessus, c'est qu'effectivement, tout à l'heure, quand je parlais d'itération, eh bien, c'est d'arriver à ouvrir, d'avoir ce taux d'ouverture. Et ma recommandation personnelle, à un moment donné, une fois que vous avez trouvé un taux d'ouverture qui vous convient, enlevez le suivi de l'ouverture. Vous n'aurez plus les chiffres, vous ne pourrez plus les présenter à la direction, vous serez sans filet, donc vous aurez très peur, mais en réalité, vous aurez plus d'emails qui vont arriver dans la boîte email principale des personnes parce que les filtres vont passer. Surtout qu'in fine, Denis, l'ouverture, c'est pas une finalité. Hein. Les gens, il faut qu'ils lisent le contenu, qu'ils cliquent, qu'ils répondent éventuellement. C'est la finalité, Norman. Tu as raison. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend. Si c'est de l'emailing transactionnel pour des événements, etc., OK. Mais l'email en soi, ce qui nous intéresse, c'est que la personne rentre en conversation avec nous. Ce qu'on veut et engage avec nous, bien sûr. Oui, ce qu'on veut, le CTA, c'est vraiment que la personne ait une réaction et qu'il dise tiens, je voudrais en savoir plus, tiens, je voulais savoir est-ce que ça fait ci, est-ce que ça fait ça, etc. Donc, n'oubliez pas qu'au final, on peut avoir quelque chose qui est rassurant, qui est de prendre les KPI de taux d'ouverture, mais le vrai chiffre, c'est OK, j'ai eu 500 personnes, j'ai envoyé un message à 500 personnes, combien ça m'a généré de contacts, de conversations. Ce n'est pas des signatures, bien évidemment, mais combien ça m'a généré de conversations. Et ça, c'est un chiffre qui est ultra important. Souvent, on néglige parce qu'il est faible, en fait, en soi. Quand on envoie 100, tu ne vas pas avoir 500 personnes. Enfin, quand on envoie 500, tu ne vas pas avoir 50 ou 100 personnes qui vont te répondre. Enfin, si tu y arrives, c'est extrêmement fort. Et ce chiffre est plus faible, donc il est moins valorisant en interne et même psychologiquement. Mais c'est le seul qui est important. Absolument. Et donc, et là-dessus, on insiste. Hein, il y a vraiment 3 clés principales pour pouvoir réussir à engager la conversation. C'est avant tout l'hyper-personnalisation. Il faut avoir des messages. Donc, ça veut dire qu'on va aussi envoyer des messages à des cibles plus petites. Hein. On va parler à des gens qui sont plus restreints, mais du coup, on sera plus juste. Comme tu disais justement, du coup, l'automatisme, il doit être complètement transparent. Hein. Si on se rend compte qu'on parlait d'une machine, on n'a pas envie de répondre à une machine. Hein. On est assez sur nos machines. Et enfin, le dernier point, et ça c'était aussi important, comme tu le disais, les copywriters. Donc, ça veut dire que posez-vous la question de qu'est-ce que je vais mettre comme contenu dans mon message de manière à ce que ce soit pertinent, juste, intéressant. Et là, je suis complètement d'accord avec toi. Bien sûr, on peut donner des tips, mais en fait, personne ne connaît mieux votre travail que vous dans votre entreprise. Donc là, c'est à vous de sortir votre argumentaire, hein, tout simplement. J'ai une métaphore d'ailleurs par rapport aux copywriters, par ailleurs, qui font un super boulot sur plein de trucs. Faut juste, ma métaphore, c'est par rapport à la femme enceinte. Et le copywriter, c'est la sage-femme. Donc, en fait, c'est la femme enceinte qui accouche. Et parfois, effectivement, ça peut être dans la douleur. Et c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour créer ça, ça nécessite beaucoup d'efforts. Mais ce n'est pas la sage-femme qui accouche. Donc, voilà, ça peut vous aider. Mais c'est quand même au cœur. C'est quand même chacun à son niveau qui doit le faire. Donc pour moi, pour atteindre cet objectif-là, il n'y a que 2 grandes manières d'y arriver. La première, c'est que vos commerciaux, vos équipes marketing, votre SAV aillent bien renseigner ce CRM pour que les données soient bien à jour. Et la deuxième possibilité, qui n'est pas l'un ou l'autre, hein, ça peut être aussi tout à fait complémentaire, c'est de se dire comment mettre en place des mécanismes qui vont venir m'assister, m'épauler pour avoir une donnée à jour, pour compléter en fait mon activité d'interaction que je peux faire au marketing ou au commerce. Et donc pour ça justement, c'est un peu aussi le sujet d'aujourd'hui, hein, évidemment. En tout cas, la raison de ta présence, Denis, c'est qu'il y a des outils, il y a des techniques d'enrichissement de base de données. Alors il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, hein, parce que aussi, il y a, comme tu disais justement, et tu vas y revenir, il y a RGPD qui se cache derrière tout ça.
c'est de travailler justement sur cet enrichissement automatisé. Pourquoi? Forcément, ça nous permettra de mieux personnaliser. On l'a dit, hein, c'est redit, on revient sur le même sujet. La segmentation va être de plus en plus fine. On va pouvoir prendre des décisions plus justes, plus éclairées, parce qu'on ne parle pas à un directeur, on parle à un directeur technique, un directeur commercial, un directeur marketing. Donc, on va pouvoir adapter nos discours. Et bien sûr, tout ça, c'est automatisé, donc ça va nous faire gagner du temps. Alors, Denis, comment ça fonctionne en fait? Parce que l'enrichissement, tu nous parlais de scrapping, tu nous parlais de LinkedIn, il y a des données qui sont à jour. Tu l'as aussi souligné tout à l'heure, il y a RGPD derrière tout ça. Hein, on ne peut pas prendre la base de données de mon voisin et commencer à l'utiliser pour enrichir ma propre base de données et faire de l'emailing dessus. Donc, comment on peut faire ça de façon juste, performante et aussi légale et bien, quoi? Ouais. La première chose, c'est qu'il faut que ça soit simple à faire. Faut que les données soient à jour au moment donné où on le fait. Et il faut avoir un maximum de données qui sont pertinentes. Et le dernier point, effectivement, dont on va parler, qui n'est pas complètement négligeable, l'air de rien, qui est la RGPD. Alors, 2 premiers éléments d'introduction, c'est que d'abord, Dropcontact a été auditionné par la CNIL. On est la seule entreprise en France à avoir été auditionnée par la CNIL, enfin la seule boîte d'enrichissement qui a été auditionnée par la CNIL, où effectivement, ils voulaient s'assurer qu'on n'ait pas de base de données et vous allez connaître la source de nos données. Et en moins d'1 mois et demi, en fait, on a été validé. Donc ça, c'est aussi un point qui est très pratique et très réconfortant pour nos prospects clients, c'est qu'au moins, vous êtes absolument certain d'avoir aucun problème de RGPD. Pourquoi j'insiste dessus? Parce qu'en fait, si une entreprise aujourd'hui utilise une solution, que ce soit pour enrichissement ou pour n'importe quoi d'ailleurs, peu importe, qui n'est pas RGPD, alors l'entreprise n'est plus RGPD. Donc c'est important si vous avez, certes, si vous avez une startup, vous commencez votre activité, etc., ça peut être un élément où vous dites bon, bah là, c'est pas très important, je vais passer outre, c'est ce qu'un certain nombre de personnes font, et j'ai pas de jugement là-dessus. Mais si vous êtes sur une entreprise plus structurée, à ce moment-là, effectivement, il y a un vrai sujet qui peut impacter les éléments. Le deuxième élément, c'est que Dropcontact ne fonctionne pas du tout avec une base de données. Toutes les solutions d'enrichissement aujourd'hui constituent une base de données, donc soit à partir de LinkedIn, soit à partir de données d'un client X et d'un client Y pour constituer une base de données pour le revendre, comme tu disais, au client Z. Ça se faisait, ça se fait encore un peu pas mal aux États-Unis, mais en France, en tout cas en Europe, c'est plus du tout le cas. D'ailleurs, en Allemagne, il n'y a plus du tout d'entreprises qui fournissent en fait de la data dessus. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on a nos propres algos pour trouver l'adresse email. Donc, on ne va pas chercher sur LinkedIn, on ne va pas chercher sur Internet. Donc, on a nos propres algos. C'est vraiment de la pure mathématique qui nous permettent d'identifier quel va être le bon email, plus exactement plusieurs hypothèses de bon email. Et ce n'est pas la méthode des patterns, parce que celle-ci, sinon tout le monde le ferait. Hein. Donc, ce n'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus complexe. Et on a notre propre solution de validité, de vérification d'adresse email. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de 200, je crois presque 300 serveurs aujourd'hui avec nos propres algos qui vont aller valider si une adresse email est bonne ou pas bonne. Et ça, c'est un élément qui est cœur de ce que fait Dropcontact. Ensuite, donc dès que vous posez un fichier sur Dropcontact, d'ailleurs, je vous invite à créer votre compte Dropcontact dès à présent. Vous pourrez tester gratuitement. Vous avez droit à 100 tests gratuits. Vous pourrez déposer un fichier test Excel ou CSV pour voir ce que ça donne. Et vous allez voir qu'en fait, ça va tout normaliser, tout corriger. Ça va vous indiquer le profil LinkedIn de la personne, le job de la personne nettoyé, l'entreprise, la taille salariale, le secteur d'activité. Tous ces éléments-là vont vous être fournis. Et vous allez voir qu'en fait, là où vous passiez du temps à essayer de nettoyer un fichier, l'enrichir, etc., je dépose le fichier, ça fait le job et vous avez un fichier clean. Donc, très rapide dessus et à un haut niveau. Ça va plus loin aussi parce que si vous prenez, moi, par exemple, avant, je bossais chez GetPlus et encore avant, je bossais chez Atout. Et donc, si vous mettez, par exemple, Denis Cohen chez GetPlus, eh bien, automatiquement, Dropcontact va identifier que je ne suis plus chez GetPlus et que je suis chez Dropcontact, que je suis le CEO de Dropcontact et vous indiquez mon email, etc. Et idem sur les boîtes que j'ai fait avant, il va aussi identifier ça et vous le donner. C'est ultra pertinent par rapport à ce qu'on évoquait, ce que tu évoquais tout à l'heure, Norman, sur les changements d'entreprise. Dès que vous avez un fichier, finalement, il a un peu d'ancienneté. Et donc, nous, on va vous permettre de retrouver les personnes et de mettre ces données à jour. Donc, ça, c'est ce qui va vous permettre de le faire dessus. L'hyperpersonnalisation, on en a parlé tout à l'heure, les inversions prénom-nom, monsieur, madame, ça vous permet aussi d'accorder. Et tous ces éléments-là sont directement faits. Ce que tu expliquais là aussi, Denis, c'est qu'on peut venir donc déposer notre fichier, faire une vérification, etc. Mais il y a aussi des méthodologies où c'est de l'intégration continue au final, où la donnée est mise à jour en temps réel, hein, c'est ça? Oui,
Alors, ça, c'est la version fichier, donc là où je vous invite de vous inscrire dès à présent Donc ça, sur le tout site le web. monde peut tester Ouais, depuis ouais, son navigateur, hein, c'est très ouais. simple. C'est hyper facile. En plus, il y a quelque chose qui est très pointu chez Drop Contact, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de faire ce qu'on appelle le mapping, de dire telle champ c'est le prénom, telle champ c'est le nom, telle champ c'est le nom de la boîte. Ça, c'est complètement automatique. Il faut juste que votre fichier ait un en-tête. Et voilà, les 3 informations minimum qu'il faut, c'est prénom, nom, le site web de la boîte si vous l'avez. Si vous n'avez pas, le nom de l'entreprise. À partir de là, Drop Contact fait son travail. Oui, ça, c'est la version fichier. Il y a 2 autres aspects. Il y a ce qu'on appelle une API. Donc, une API, c'est des services qui permettent à des logiciels de parler entre eux, des SaaS de parler entre eux, ou d'automatiser des choses avec des outils type Zapier, Make, N8N, etc. Donc, globalement, aujourd'hui, il y a des solutions sur le marché qui sont très simples pour automatiser. Par exemple, vous pouvez dire, j'ai quelqu'un qui m'a rempli un formulaire où il a mis juste son adresse professionnelle. Avec Zapier, ce formulaire, ça rentre, je fais l'enrichissement de contact et je récupère cette donnée que je mets dans mon CRM. En faisant juste ça, et par exemple, nous, quand quelqu'un s'inscrit, là, si vous vous inscrivez, que vous mettez juste votre prénom, votre nom, enfin, plus exactement votre adresse email professionnelle, nous, on va directement tout enrichir dans notre propre CRM. Donc, on va savoir quelle est la boîte, sa taille, son secteur d'activité, votre prénom, votre nom, votre profil LinkedIn, etc., juste en ayant mis dans le formulaire une adresse email professionnelle. Et ça, c'est important parce que, et tu es assez bien placé pour le savoir, Norman, plus vous posez en fait de questions dans un formulaire, moins les gens répondent. Donc, s'il y a un formulaire où il y a 4 champs ou 5 champs à remplir, vous aurez moins de gens qui vont remplir votre formulaire que si vous avez 1 ou 2 champs à remplir. On avait une statistique dans le marketing automation, Ouais. parce qu'on peut créer des formulaires, c'était au-delà du 3e champ. À chaque champ complémentaire que vous ajoutez sur un formulaire, vous perdez 30% de conversion. C'est ouf. Ouais. Donc, tu vois, tu réduis significativement tes chances de convertir. Ah ouais, bah ça, je suis d'accord. Bah, d'ailleurs, sur Drop Contact, ce qu'il faut savoir, là, c'est un chiffre, c'est que nous, on n'a qu'un seul champ, qui est effectivement, en l'occurrence, le site web professionnel, donc on n'accepte pas les emails perso. Et aujourd'hui, plus ou moins un delta, les nouveaux visiteurs qui viennent sur notre site web, on a à peu près 20% de gens qui sign up, ce qui est un chiffre colossal. En B2B, le chiffre, il est plutôt entre 1 et 5. Si vous êtes à 5 et un peu au-dessus, c'est déjà génial, quoi. Et donc, nous, on est plus ou moins un delta de 20%, donc ça dépend des mois. On est entre 18 et 21, grosso modo. Donc, ça, c'est un chiffre important, entre autres, parce qu'effectivement, il n'y a que ce champ-là. Oui, mais ça marche que parce que derrière, tu as aussi de l'enrichissement, parce qu'une adresse email, tu n'en fais pas grand-chose. Exactement. Et c'est pour ça, d'ailleurs. Sur un Camille Dupont, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme, quel est son rôle, quel est son secteur d'activité, tout ça, t'en sais rien, quoi. Exactement. Et ça, c'est un point qui est important parce qu'au départ, on n'avait pas bloqué les adresses email perso, Gmail, Yahoo, etc. Et à un moment donné, je me dis, c'est très, très bien. J'ai Monique du 77 à Gmail, mais j'en fais rien. Je ne sais pas qui c'est. J'ai pas de profil, j'ai rien. Donc, je ne sais pas si je dois mettre de l'énergie ou pas. Est-ce que c'est la directrice marketing finalement d'une boîte site pour nous qui est fantastique? Je n'en savais rien. Et du coup, on a décidé en interne avec la personne chez nous qui s'occupe de l'acquise, donc Pauline, d'interdire en fait les emails perso. Je te cache pas qu'on n'était pas super rassurés parce qu'on avait peur en fait que notre taux de conversion s'écroule. En fait, pas du tout. Ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce que notre clientèle étant professionnelle, si les gens ne peuvent pas mettre une adresse perso, ils vont mettre leur adresse professionnelle. Et donc, ça n'a absolument rien changé. Et pour le coup, c'est vraiment très exploitable derrière d'avoir une adresse email professionnelle qui est finalement le minimum, quoi. Très bien. Du coup, merci pour cette explication, Denis. Donc, vraiment, moi, ce que je retiens aussi, c'est que c'est facile à mettre en œuvre. Déjà, on peut tester facilement, sans rien. Si on doit connecter ça à son CRM, à un outil marketing, c'est tout à fait aussi possible et de façon automatique. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et surtout, en tout cas pour moi, parce que une formation plutôt marketeur à la base et gérer une entreprise, ça implique aussi des responsabilités légales. C'est ça, c'est que vous travaillez sur un algorithme qui nous permet d'utiliser ça de façon consciencieuse, sans risque, et ne nous expose pas au sujet RGPD, puisqu'on fait ça de façon mécanique par déduction, construction, analyse, pour trouver les bonnes informations. Et là, Donc ça, justement, il y a le troisième point. Merci de me faire rebondir dessus. Donc, il y a le fichier, il y a l'API où j'ai évoqué qu'on puisse utiliser dans des formulaires ou avec Zapier, Make, etc. Et le troisième point, c'est effectivement clairement dans le CRM. Drop Contact s'intègre à aujourd'hui 2, et le troisième arrive bientôt, 3 CRM du marché, HubSpot, Pipedrive et donc Salesforce qui arrive à la fin de l'année. Et là, ça change absolument tout, mais vraiment tout. Pourquoi? Parce que c'est directement intégré dans votre CRM. Donc, on va prendre l'exemple d'HubSpot. Et en fait, ça va démultiplier la puissance de HubSpot et enlever le temps que perdent, les 3 jours dont on parlait, où les sales passent du temps à droite, à gauche, etc.
parce que là, ça va faire beaucoup plus de choses. Dans les choses que ça fait en plus, c'est que ça détecte les doublons d'organisation et ça les fusionne automatiquement en gérant les conflits d'information. Ça détecte les doublons de contact et ça les fusionne automatiquement en gérant les conflits d'information. Ça va les récupérer dans les boîtes mail de tous les collaborateurs de l'entreprise, les numéros de téléphone dans les signatures des emails que vous recevez si la personne est déjà présente dans votre CRM. Donc, si vous avez un prospect qui est dans votre CRM et vous avez fait une campagne d'email marketing, par exemple, et que vous avez des retours d'absence, vous avez des gens qui ont répondu, à ce moment-là, ça arrive dans différentes boîtes de votre entreprise et Drop Contact va aller capter le numéro de téléphone mobile et l'ajouter dans la bonne fiche de la personne. Ça ne va pas du tout vous générer des nouveaux doublons, parce qu'il y a plein de boîtes qui font ce type de choses, mais par contre, ça génère plein de doublons. Et là, ça va vraiment enrichir cet aspect-là. Les autres aspects aussi qui sont ultra importants dans un CRM et qui font gagner un temps incroyable avec Drop Contact, c'est le fait de faire une évolution, c'est-à-dire c'est au fil du temps. C'est-à-dire qu'au fil du temps, ça va repérer les adresses email qui ne sont plus valables. Et là, ça t'intéresse beaucoup, je pense, Norman, parce que une des problématiques qu'on a, c'est que quand une adresse email n'est plus valable, et bien du coup, il ne faut pas shooter dessus. Or, Drop Contact va nettoyer dans le CRM, mon exemple de HubSpot. Vous aviez, par exemple, moi, chez GetPlus à l'époque, je suis dans un CRM de quelqu'un, d'une personne, en tant que prospect, et bien automatiquement, Drop Contact va se rendre compte que cette adresse email n'est plus valide et donc va l'invalider, va l'indiquer, va la sortir du champ. Donc, ça permet de maintenir à jour cette information-là. Il y a aussi une option chez nous qui permet d'être ce qu'on appelle les changements d'entreprise au sens général. C'est-à-dire que Drop Contact va vous avertir, en tout cas avertir le commercial qui est en charge du dossier, qu'une entreprise passe en redressement judiciaire. Par exemple, Galeries Lafayette est passée en redressement judiciaire il y a quelques mois. Eh bien, le commercial, s'il y avait Galeries Lafayette dans votre CRM, automatiquement, vous avez l'information. Idem sur une entreprise qui est en liquidation. Mais surtout, le point le plus intéressant, c'est que ça fait des changements d'entreprise. Et là, c'est totalement magique parce que ce n'est pas comme une alerte. Parce que si vous êtes sur Sales Navigator et que vous avez mis votre liste de prospects clients, vous pouvez regarder les alertes dans Sales Navigator. Sauf que ça demande un travail supplémentaire, en fait, à un commercial de suivre. C'est pour ça qu'on ne le fait pas en tant que commercial. Là, la différence, c'est que Drop Contact va envoyer un email au commercial pour lui dire que Pierre de Bouygues, dans mon exemple, n'est plus chez Bouygues, mais il est passé chez SFR. Mais Drop Contact, c'est pas arrêté là. Drop Contact, en fait, a créé la fiche de Pierre de SFR, l'a enrichi, l'a mis à jour, a fait toutes ces informations. Et en plus, vous avez un élément qui vous permet de triguer. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez automatisé une campagne HubSpot, si vous êtes sur HubSpot, par exemple, et bien, du coup, dès qu'il y a un changement d'entreprise, automatiquement, il peut y avoir un mail de votre commercial qui va dire « Ah bah salut Pierre, tiens, je viens de voir que tu étais passé chez SFR, bah, félicitations, trop cool, on se passe un petit call pour voir où t'en es, etc. » Et là, ça permet de faire un réengagement et d'avoir un cheval de Troie pour entrer dans des nouvelles entreprises, prospects dessus. Et je vous donne un chiffre qui est quand même ultra important, c'est que quand on le met aujourd'hui dans un CRM, on va prendre le cas de figure de quelqu'un qui a un CRM qui a 100 000 contacts, eh bien, dès que vous allez les mettre, Drop Contact va tourner et on va générer au minimum 15% de nouveaux contacts en plus. Donc, on va générer 15 000 nouveaux leads en quelques heures, on va dire en 2 jours sur 100 000, 2-3 jours. On va vous générer 15 000 nouveaux contacts en plus. Ne serait-ce que par la mise à jour des données. Exactement. Qui en plus connaissent votre produit, ont été nurturés, vos commerciaux et vous avez déjà créé une relation avec eux. Et donc, ça vous ouvre des opportunités de manière extrêmement importante avec un gros volume directement. Et ça, c'est totalement négligé jusqu'alors. Cette fonctionnalité, elle est toute nouvelle, on vient de la sortir. On l'a éprouvé, c'est juste incroyable parce que ça change vraiment la donne, quoi. Si tu dois générer 15 000, là, je vois qu'il y a des personnes de ton équipe marketing, mais si ton équipe marketing doit générer 15% de ton CRM en nouveaux leads, c'est un sacré boulot et c'est très coûteux. Et là, c'est directement dans Drop Contact. Ben, merci pour toutes ces explications. Et là, je me remets dans la perspective du coup du commercial. Là, maintenant, on a quoi? On a de la donnée qui est hyper qualifiée, soit par vos commerciaux au marketing, votre SAV, par de l'enrichissement, donc qui est à jour en continu. Et pour moi, l'idée, c'est que vraiment, si on rebondit sur vraiment notre expertise qui est le marketing automation et le CRM, c'est comment on fait du sales automation maintenant. Tu le disais justement, c'est j'engage automatiquement, etc., etc. Et du coup, il y a plein d'outils qui permettent de faire ça, qui nécessitent, je vais aller très vite dessus parce qu'il faut qu'on avance, forcément beaucoup de données de qualité bien segmentées, qui va suivre toutes les interactions, formulaire, vidéo, qu'est-ce qu'il a vu, etc. Donc, ça nous permet encore mieux de segmenter, donc avec l'automation. Hein. Et derrière, c'est l'engagement automatique, l'envoi automatique d'emails, de SMS, de notifications web, etc.
en fonction d'un déclencheur précis. Il est revenu sur mon site, je fais quelque chose. Il a visionné une de mes vidéos YouTube sur mon site, je fais quelque chose, etc. Donc ça, c'est ce que nous permet de faire l'automation et des scénarios tout simples. Donc je définis ma cible, je veux très spécifiquement dans ce secteur d'activité, ce type de poste-là, le poste est bien défini parce que ça a bien été enrichi ou bien traité par mes équipes. Je vais leur envoyer un email de prospection hyper ciblé, hyper qualité, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse comprendre que c'est l'automatisation, etc. Je me pose la question si c'est ouvert. Si c'est pas ouvert, email de relance et on reboucle jusqu'à réussir à accrocher la personne. Tout à l'heure, on parlait d'ouverture, vous vous rappelez. On peut mettre d'autres critères. On peut dire que c'est est-ce qu'il a cliqué, est-ce qu'il a soumis un formulaire suite à ça, etc. Et on peut même se dire est-ce qu'il a répondu à l'email. Parce que l'idée du sales automation, c'est que c'est tellement transparent que la personne va pas forcément cliquer dans l'email, mais répondre ah ben oui, bien sûr, est-ce qu'on peut en parler, etc. Et en fait, on sait monitorer une boîte email si la personne a répondu à l'email. L'automation permet de faire ça. S'il n'a pas répondu, hop, on peut retourner sur des mécaniques de relance ou ce genre de choses. Ou au contraire, s'il a répondu, je peux déclencher une notification commerciale. Je peux créer une tâche commerciale dans le CRM. Je peux éventuellement lui rajouter 5 points de scoring si je veux travailler avec des règles de scoring pour pouvoir sortir mes leads les plus chauds. Et en fait, toutes ces mécaniques, elles sont hyper simples à mettre en œuvre dans un outil de marketing automation qui va nous permettre de piloter tout ça. Et surtout, c'est scalable à l'infini. On parlait tout à l'heure du fait que le temps est quelque chose de crucial dans la mise en place d'une prospection ciblée de qualité. Là, l'idée, c'est que ces scénarios-là qu'on vient d'évoquer, mais on peut en faire d'autres, on peut le dupliquer sur autant de cibles qu'on veut, autant de sources qu'on veut. On peut récupérer des leads des réseaux sociaux, d'un salon, d'autres types de prospection, et donc changer la mécanique, le contenu de la campagne en fonction de cette source, changer les sujets en fonction de nos produits, etc., les accroches. Et également, tout ça, c'est complètement personnalisé, signé de la part du bon commercial, avec la bonne signature, le bon émetteur de l'email, etc. Donc ça, c'est, on va dire, vraiment la mécanique qui va vous permettre d'exploiter toutes les données qui ont été qualifiées, enrichies, etc. On va conclure sur une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser les questions dans l'onglet questions en bas à droite, on va y répondre. En attendant de récolter vos questions, et je donnerai la main à Denis aussi pour y répondre, vous pouvez aller sur notre site, on va vous remettre le lien dans le chat pour télécharger un kit qu'on a co-rédigé avec l'équipe de Drop Contact, sur un kit commercial pour organiser sa prospection. J'ai vu aussi que les équipes de Drop Contact ont partagé un certain nombre de ressources qui vous permettent de mettre le pied à l'étrier sur l'enrichissement, etc. dans le chat. Donc, n'hésitez pas à parcourir tout ça. Et nous sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions. Première question, elle est pour toi, Denis. Est-ce que Drop Contact permet de retrouver les contacts téléphoniques à partir du nom, prénom, adresse email? Alors, comme on a une solution 100% RGPD, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous fournir le numéro de téléphone du standard, donc soit le numéro de téléphone qui est présent sur le site web de l'entreprise, soit le numéro de téléphone qui est présent sur Internet, on va dire plus exactement Google Maps pour faire très simple. C'est ces numéros de téléphone que l'on va fournir. Pourquoi? Pour ceux qui ont le CRM, ceux qui arrivent dans les boîtes email, parce que les gens vous envoyaient un email, ou en tout cas ont répondu à un email, dans lequel, dans la signature, il y a le numéro de téléphone. Pourquoi on ne fournit pas les autres? Parce qu'en fait, il y a une vraie problématique là-dessus. C'est que le numéro de téléphone mobile, ils ne sont pas disponibles sur Internet, ils ne sont pas disponibles dans des fichiers, c'est une donnée personnelle. Et donc, elle pose plusieurs problématiques. Un, la transmission d'une information de numéro de téléphone. Et deux, quelle est l'origine du numéro de téléphone? Il y a quelques entreprises qui fournissent des numéros de téléphone mobiles, donc c'est très pratique en tant que commercial. Mais la question, c'est d'où provient ce numéro de téléphone? Et c'est une question que je vous invite à vous poser. Parce que c'est vrai qu'en tant que commercial, on peut dire, oui, moi, ça m'importe peu. Moi, j'ai des objectifs à faire et effectivement, je vais prendre des numéros de téléphone et c'est mon fournisseur, c'est pas mon sujet. En fait, c'est un sujet parce qu'en termes de RGPD, il y a vraiment des sujets là-dessus. Voilà, nous, on ne fournit pas. Voilà, ce n'est pas notre cœur de métier. Il y a d'autres solutions qui permettent de le faire. Et donc, nous, on fournit les numéros de téléphone qui permettent de contacter directement les standards des entreprises. Alors, c'est sûr que si votre cible, c'est la BNP, ce n'est pas ultra pertinent, je suis entièrement d'accord. Si votre cible, c'est les entreprises plus petites, là, pour le coup, c'est extrêmement pertinent et ça cadre bien dans la donnée. L'astuce, si vous voulez récupérer plus de numéros de téléphone, une bonne astuce, c'est de shooter des grosses campagnes d'emailing, là, pour le coup, au moment donné, effectivement, où les gens sont en congé. Typiquement, le 15 août en France, c'est là où il y a le plus de gens qui sont en congé, ce qui veut dire que vous allez recevoir plein de messages d'absence, ce qui veut dire que sur les plein de messages d'absence, si vous avez Drop Contact intégré à votre CRM, Drop Contact va enrichir votre CRM mathématiquement et très simplement
à partir des numéros de téléphone qui sont dans les signatures de vos personnes qui vous auront envoyé les messages d'absence. Après, le fait aussi que chaque fois, dès que vous êtes avec une solution comme Web Mécanique et qui vous permet de shooter différentes campagnes avec une grande facilité, etc., vous avez plein de messages en fait qui arrivent. Le grand classique, c'est tous, et moi historiquement c'était ça aussi, je me, entre guillemets, battais pour dire ah bah attends, si tu as reçu les emails, mes copies, fais un copier-coller du numéro de téléphone qui est dans l'email pour le mettre dans ton CRM. Sauf que personne ne le fait. Enfin, sauf moi qui étais obsessionnel. Or là, en fait, Drop Contact le fait. Et ce qui se passe, c'est que si on regarde bien, dans une entreprise, il y a énormément d'informations ultra pertinentes, mais elle n'est pas du tout consolidée. Elle est dans différentes fiches, elle est dans des fichiers Excel, elle est dans CRM, elle est dans les boîtes mail, etc. Et ce que fait Drop Contact, c'est qu'il vous permet de récupérer toutes les données que vous avez, de les consolider, de les enrichir, de les mettre à jour. Donc, en fait, tout ce que vous avez comme capital vous permet d'être exploité, enfin, Drop Contact vous permet de l'exploiter concrètement. Merci pour cette réponse. Et j'ai une dernière question, et ça fait rebondir, c'est sur à côté de ton nom, sur la slide, un petit drapeau européen. Et du coup, on me pose la question, est-ce qu'il y a d'autres alternatives à la connexion avec HubSpot, par exemple, qui est américain, ou Salesforce, de cité. Et donc, tout simplement, si on co-anime aussi aujourd'hui, c'est qu'on peut faire ce lien-là aujourd'hui. D'ailleurs, sur le site de Drop Contact, vous retrouvez un petit tutoriel pour brancher Drop Contact avec Webmecanic Automation, donc notre logiciel de marketing automation qui est lui-même connecté à notre CRM. On propose les deux solutions. Et donc, cet enrichissement de données va remonter dans l'outil de marketing automation. Donc, ça fonctionne aussi avec Webmecanic si vous cherchez une alternative aux solutions américaines. Je l'ai souligné tout à l'heure, je le redis, les sujets RGPD, data privacy, etc., c'est important pour nous. Donc voilà, vous avez aussi cette option-là. Le tutoriel a été partagé. Pardon. Ouais, c'est de plus en plus important. C'est-à-dire que quand la RGPD est sortie, en fait, en Europe, globalement, et plutôt en France, d'ailleurs, on s'est dit oh là là, c'est une catastrophe, les Américains vont prendre le marché, etc. On se rend compte qu'en fait, la RGPD impacte les Américains, impacte le reste du monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Brésil, ils ont vraiment quelque chose qui est très, très proche de la RGPD européenne. Aux États-Unis, chaque État a fait une pseudo-RGPD, sauf qu'en ce moment, au niveau du Congrès, ils sont en train de travailler sur un texte de loi pour faire une RGPD qui sera mais light évidemment. C'est quand même des Américains, donc le marketing, c'est une approche des données personnelles un peu différente. Néanmoins, cette loi, quand elle va passer, ça sera une loi fédérale. C'est-à-dire que ça change aussi la donne au niveau des États-Unis. Et on voit bien que là où on pensait que les grosses boîtes américaines n'en auraient pas grand-chose à faire, on voit bien que Google, Facebook, LinkedIn, etc., du coup, sont devenus effectivement très exigeants aussi là-dessus à plein d'endroits. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui nous impacte directement tous et qui est aussi une opportunité de travailler différemment et de manière plus smart que de faire du très gros volume. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gros volume qu'on faisait il y a 15 ans, allez, 20 ans, tous on recevait des tonnes et des tonnes d'emails. En face, se sont mis des solutions qui permettent de filtrer ça. Donc, ça nécessite d'itérer et de faire des choses plus adaptées, plus personnelles, hyper personnalisation, le bon moment, renvoyer différentes campagnes, faire parfois du multicanal, comme tu évoquais tout à l'heure, parfois un peu de SMS, parfois du LinkedIn, en même temps qu'on fait des campagnes. C'est toutes ces approches-là qui nous obligent à redonner de l'intelligence en fait à quelque chose qu'on disait, oui, bon, on utilise de l'emailing et on fait de l'emailing. Voilà, donc on ne peut plus faire ça. Tout change en fait tout le temps. On peut en faire, mais je veux dire pas que. Tout évolue et le gros sujet qu'on a dans nos métiers, pour moi, que ça soit, il y a 3 éléments que je vois comme ça, tout ce qui est développement, tout ce qui est startup nation, tout ce qui est marketing, c'est des métiers dans lesquels, en fait, on se réinvente très rapidement et très souvent, et probablement plus que dans d'autres métiers. Le meilleur exemple, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je vais faire un tout petite intro dessus. Depuis la sortie de ChatGPT, qui est sorti officiellement, on va dire un peu plus en décembre 2022, on se rend compte en 6 mois déjà de tout ce qui est en train de changer, de tout ce qui est en train d'arriver. Et dans tous les métiers, presque tous les métiers, on se rend compte qu'en fait, ça change nos approches. C'est une sorte de super assistant. Alors, c'est comme toute nouveauté. Il y a des choses hyper bien et des choses vraiment pas top. C'est comme Internet. Il y a des trucs super avec Internet et des trucs absolument horribles. Et je dirais c'est comme le nucléaire. Il y a des trucs horribles avec le nucléaire, mais il y a des trucs fantastiques. Toute grosse révolution comme ça. Là, on est sur une vraie révolution qui présente pas mal d'intérêt parce qu'il y a plein de choses nouvelles qui arrivent. Et donc, ces choses nouvelles,
à mon sens, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne chez Drop Contact, c'est les connaître, les apprendre, les maîtriser et projeter en disant ah tiens on peut faire ça, on peut faire ci, etc. Et ça ouvre l'esprit sur des tas de possibilités. Il y a des tas de choses qui arrivent au niveau commercial ou au niveau marketing aujourd'hui qui commencent à travailler sur ces aspects-là. À partir de quel budget on peut travailler avec vous? Donc ça dépend, c'est web mécanique ou Drop Contact du coup? Vas-y, réponds rapidement. Ah bah, je crois que notre premier plan sur 1000 recherches par mois, c'est dans les 30 euros. Pour faire 1000 recherches d'adresses email, d'enrichissement, enfin tout l'ensemble sur un fichier, sur la partie fichier, on est à peu près, oui c'est ça, c'est de l'ordre de 30 euros. Donc on est vraiment, ça peut aller très loin. Si vous avez 1 million à traiter par mois, c'est un petit peu plus coûteux et on Le en problème traite. de riche, si on a mis en contact, c'est qu'on a plus de moyens. Oui. Et l'outil de marketing automation à partir de 400 euros par mois, l'outil de CRM à partir de 20 euros par mois chez Webmeetings. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations sur ces points-là, que ce soit Denis ou Webmécanique. Oui, Denis, après, il faut conclure parce qu'on va passer l'horaire. Je te laisse le mot de la fin. Ouais, j'en avais 2. Pour me contacter, donc il y a un truc qui est intéressant pour le coup, c'est LinkedIn. Donc moi, je vous invite à me mettre en contact sur LinkedIn. En général, j'accepte à peu près tout le monde, voire tout le monde, sauf les gens qui me prospectent tout de suite sur le premier message. Mais et du coup, dès qu'on fait dès qu'on fait des articles, et on a pas mal d'articles, je vous invite à aller regarder notre blog. On a pas mal d'articles. Dès qu'on fait un article un petit peu fouillé sur des approches différentes, qui soient la délivrabilité des emails, des nouvelles techniques, etc. En fait, c'est publié sur mon profil LinkedIn. Donc, je vous invite à me suivre sur LinkedIn et même, je vais faire mon influenceur Facebook, à cliquer sur la petite cloche dans mon profil, comme ça, vous aurez une notification. Et puis, tu avais une question que tu m'avais posée au début. Et justement, je renchaîne là-dessus. C'est les informations, la news en fait de Drop Contact. En fait, nous, aujourd'hui, on est une des solutions qui est la plus performante en termes de qualité et de quantité de recherche d'adresse email. On est intégré à beaucoup de solutions sur le marché. Donc, tu en parlais tout à l'heure pour les gens qui utilisent des outils de scrapping, que ça soit Lemlist, la Growth Machine, Faro, Wallaxy, etc. Tout ce qui est enrichissement derrière, c'est du Drop Contact. Il y en a plein d'autres, Captain Data, etc. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'on sort cet été une nouvelle version de notre moteur d'enrichissement et de validation d'email, des deux, qui est juste incroyable, que personne n'a jamais atteint en termes de quantité et de qualité d'email. Et là, on va devenir vraiment absolument la référence mondiale parce que personne n'a jamais atteint cette performance, en fait. On a déjà tout testé chez nous et je pense que ça va faire du bruit cet été quand on va le sortir. Belle promesse. Donc, suivez dropcontact.contact.io et webmechanic.com pour toutes ces informations à venir, événements et nouveautés produits. Merci beaucoup, Denis. Merci beaucoup à toi, Norman, et puis merci aux gens qui ont assisté et qui ont pris du temps pour assister à ce live. Merci à tous les participants. Bonne fin de journée.